Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'histoire de Paris, de l'Antiquité jusqu'aux prémices de la Révolution française. Paris remonte autour de l'an 259 avant Jésus-Christ, lorsque la petite tribu des Parisis fonde la ville sur la rive droite de la Seine. Ce premier peuple de pêcheurs tombe entre les mains des Romains qui fondent la ville de Lutèce en 52 avant Jésus-Christ. La ville ne prendra le nom de Paris qu'au IVe siècle. Durant cette époque, la légende raconte que la ville résiste à l'invasion d'Attila grâce à l'intervention de Sainte Geneviève. Clovis, roi des Francs, décide de faire de Paris la capitale du royaume des Francs en 508. C'est en 987 que s'installe la dynastie capétienne jusqu'en 1328. Paris gagne en importance tout au long du XIe siècle grâce au commerce et à sa situation géographique. Vous voulez en savoir plus sur Paris? Venez avec moi. La première fois que les historiens mentionnent l'existence de Lutèce, c'est à l'époque du siège de cette ville en 53 avant Jésus-Christ par Labienus. Auparavant, le flou le plus total existe entre ces occupations préhistoriques du site et la période romaine. Seule certitude, les Parisis, peuple gaulois, clients des Sénons, sont les habitants des lieux quand les troupes de Jules César sillonnent le pays. Le territoire des Parisis était resserré entre les possessions de puissants peuples gaulois. En 52 avant Jésus-Christ, lorsque Labienus, lieutenant de Jules César, approche de Lutèce, celle-ci est incendiée par les Gaulois. Les troupes romaines attaquent dans la plaine et exterminent les troupes gauloises de Camulogène à la bataille de Lutèce. On suppose que Lutèce originelle, celle qui avait été incendiée, fut réoccupée rapidement par les Parisis qui avaient survécu après la conquête des Gaules par Jules César. Mais elle fut sans doute longue à se relever, car elle resta près de 400 ans sous la domination romaine sans que l'histoire en fait la moindre mention. Le christianisme apparaît dans le bassin parisien vers le milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Saint-Denis est décapité en 258. À la suite des premières invasions germaniques, l'île de la Cité sert de refuge, derrière un rempart construit avec les pierres des monuments de la rive gauche, qui sera réoccupé dès le IVe siècle. Le futur empereur Julien séjourne à Lutèce en 356 où il est proclamé Auguste par ses troupes en 360. Au 5e siècle, lors de l'invasion d'Attila, la population veut fuir mais Sainte Geneviève la retient. Lutèce s'appelle alors Paris. Le roi des Francs Clovis fait de Paris sa capitale, qui connaît alors un immense rayonnement religieux autour du noyau de la cité, où Childebert Ier fait construire la cathédrale Saint-Étienne. Sur la rive droite s'élèvent des prieurés et des abbayes qui colonisent le Marais. Saint-Gervais, Saint-Protais, Saint-Méry, Saint-Martin-des-Champs. Sur la rive gauche, Childebert Ier fonde Sainte-Croix, Saint-Vincent, la future abbaye Saint-Germain-des-Prés. Cependant, le partage de la succession de Clovis réduit Paris au rôle de capitale partielle. Sous la conduite du comte Eudes, ancêtre des Capétiens et de l'évêque Gosselin, les Parisiens résistent aux Normands qui les assiègent entre 885 et 886. Délivré de la menace extérieure, Paris s'étend dans la campagne avoisinante. Autour des abbayes, les champs sont défrichés, des bourgs dépeuplés d'artisans et de commerçants se développent sous la protection de leurs clochers. Par ses comtes devenus ducs, Paris fournit à la France la dynastie capétienne. Désormais la ville devient sans conteste la capitale du royaume de France et grandit en même temps que le pouvoir royal. Si par la présence de la cour, par l'attrait qu'elle exerce sur le royaume, la royauté capétienne enrichit la bourgeoisie parisienne, elle n'en garde pas moins en main l'administration de sa capitale. Paris n'aura jamais de charte communale par l'intermédiaire du prévôt royal ou prévôt de Paris, qui sous Saint-Louis, au XIIIe siècle, devient un simple fonctionnaire royal. À cette même époque apparaît une administration municipale distincte, issue du parloir aux bourgeois, sous la direction d'un prévôt des marchands. Saint-Louis charge le prévôt royal Étienne Boileau de réunir et codifier les règlements qui régissent les diverses communautés de métiers. Sous Charles V, la ville est divisée en 16 quartiers administrés par un quartenier, élu par 5 cinquanteniers et 16 dizainiers. Les 16 quarteniers élisent le prévôt des marchands.
Le développement considérable de la ville est bien marqué par les enceintes qui l'entourent successivement. Après le rempart de la cité au IIIe siècle, en 1190, Philippe Auguste décide d'enclore Paris. Comme les autres villes royales, le mur, bâti d'abord sur la rive droite, appuyé sur le nouveau château du Louvre, puis sur la rive gauche avant 1210, englobe 253 hectares. Peu après 1364, Charles V fait reconstruire l'enceinte de la rive droite. La Seine est embarrée par des chênes. Vers 1370, les 6 nouvelles portes, dont la célèbre Bastille, porte Saint-Antoine, sont achevées. Avec sa superficie de 438 hectares, Paris est la plus grande ville de France. 2 ponts traversent la Seine. En aval, le pont au Change, ou Grand Pont vers le Châtelet et les Halles, domaine des changeurs et orfèvres, prolongé sur le petit bras par le pont Saint-Michel. En amont, le pont Notre-Dame et le petit pont vers le petit Châtelet et la rue Saint-Jacques. Philippe Auguste entreprend la construction de quais et le pavage des voies les plus importantes. Au XIVe siècle existent 3 fontaines publiques et en 1374 est créé le premier égout à ciel ouvert. Le développement de la capitale qui ne ralentit pas les guerres, joint à l'affaiblissement du pouvoir royal dû au conflit franco-anglais pendant la guerre de 100 ans, pousse la bourgeoisie à jouer un rôle politique. Le prévôt des marchands, Étienne Marcel, conduit la révolte contre le dauphin 1356-1358. Aux effets de la guerre de 100 ans s'ajoutent les révoltes des Maillotins en 1382 et de la Caboche en 1413. Paris appuie les Bourguignons contre les Armagnacs et le roi. L'université reconnaît même le traité de Troyes le 21 mai 1420, qui fait du roi d'Angleterre, Henri V, le roi de France. Le marasme économique et le sentiment national qui s'éveille font revenir la population à son roi légitime, reprise de Paris par Charles VII en 1436. Toutefois, les derniers Capétiens directs hésitent à y séjourner. Louis XI n'y vient que pour empêcher les grands seigneurs féodaux de s'en emparer en 1465. Paris joue un rôle important dans le développement de la Renaissance. L'imprimerie, introduite à la fin du XVe siècle, y prend un essor incomparable. François Ier accueille à sa cour des savants, des lettrés, des artistes. Il confie à Guillaume Budet la bibliothèque royale, fonde le Collège de France, tandis que les poètes se réunissent au Collège de Concoré, autour de Dora et Ronsard. Paris, un temps abandonné pour les châteaux de la Loire, redevient la résidence habituelle du roi et de la cour. Au pouvoir royal et municipal s'ajoute maintenant celui du Parlement de Paris. La ville est en pleine extension et déborde l'enceinte. Malgré les ordonnances royales consécutives aux guerres contre les Espagnols et partisans de l'empereur germanique, Henri II décide la construction d'une nouvelle muraille. Un nouveau pont est établi à la pointe de la cité, le pont Neuf. En 1578, le premier prévu, 100 maisons dessus. Sa construction entraîne la création de la place Dauphine en 1607 et d'un nouveau quartier sur la rive gauche. Dans cette ville, qui atteint 300 000 à 400 000 habitants, de grands efforts sont faits pour améliorer le confort autant que l'esthétique. Essais d'éclairage, nettoyage des rues, etc. Mais Paris subit les effets des guerres de religion. Exécution d'Étienne Dolé en 1546, d'Anne Dubourg en 1559, massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. Paris, hostile à la réforme, soutient la Ligue catholique. Celle-ci, sous la bannière d'Henri de Guise et aidée par l'argent espagnol, organise une journée des barricades en 1588 qui force le roi à s'enfuir. À l'annonce de l'assassinat du duc de Guise en décembre 1588, Paris se soulève. Le Conseil des 16, formé de délégués des 16 quartiers, prononce la déchéance d'Henri III, bientôt assassiné par un moine ligueur en août 1589. Contre Henri IV, la Ligue convoque à Paris des États généraux afin de désigner un souverain catholique et s'entend avec Philippe II, roi d'Espagne. Mais l'abjuration d'Henri IV en juillet 1593, la lassitude de la bourgeoisie et un sursaut national contre l'Espagne ouvrent au roi béarnais les portes de Paris. Les rois successifs et même Louis XIV s'intéressent au développement et à l'urbanisme dans la capitale. Certains prévôts des marchands jouent un rôle influent, comme François Miron ou Michel Turgot, promoteurs du célèbre plan de Paris. En 1667 est créée la charge de lieutenant de police. Dans le cadre de ses fonctions, la Reynie impose notamment l'éclairage des rues de Paris.
La ville ayant débordé l'enceinte de Charles V, l'enceinte dite des Fossés Jaunes, entreprise en 1556 et en partie construite par Louis XIII. Mais en 1670, Paris devient une ville ouverte. Les murailles laissent place à des cours plantés avec des arcs de triomphe. En 1702, divisé en 20 quartiers, Paris voit son périmètre borné pour des raisons fiscales. Un mur dit des fermiers généraux est élevé à partir de 1784, muni de pavillons par l'architecte Claude Nicolas Ledoux. À la veille de la Révolution, la ville comprend près de 500 000 habitants. Au-delà des boulevards, la place Louis XV, actuelle place de la Concorde, est aménagée pour la statue du roi à partir de 1754. Au milieu du XVIIe siècle, la ville subit la conjoncture de baisse générale des prix jointe aux effets de la guerre. Mazarin est rendu responsable des taxes nouvelles levées à Paris. L'arrestation du conseiller au Parlement de Paris, Pierre Broussel, que son opposition aux mesures fiscales de Mazarin ont rendu populaire, provoque une journée des barricades le 26 août 1648. C'est la fronde parlementaire. Mais la ville ne s'intéresse pas à la fronde des princes qui lui succèdent. Bataille du faubourg Saint-Antoine le 2 juillet 1652 et accueille le retour du roi, le tout jeune Louis XIV. Comme on l'a vu, Paris doit son nom à la tribu gauloise des Parisis, mais l'ensemble précis du site gaulois fait encore l'objet d'hypothèses. Jules César, dans la guerre des Gaules, le récit qu'il fait de sa campagne entre 58 et 51 avant Jésus-Christ le situe sur une île de la Seine. Cependant, si l'on a bien trouvé à Paris des vestiges de la période romaine, notamment du tout début de l'ère chrétienne, aucune trace antérieure d'une cité gauloise n'y a été mise au jour, malgré de nombreuses fouilles archéologiques. En revanche, c'est à Nanterre, à l'ouest de Paris, et pas sur l'île, que d'importants vestiges ont été retrouvés récemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.